Quand on regarde les Pyrénées, c'est quand même des lumières, des humidités, des couleurs. C'est un pays superbe, c'est un pays de poètes. Même le mot Ariège, je ne savais pas du tout où le mettre sur la carte. On avait rêvé de ça, de changer le monde en changeant les structures. On a changé les structures et le monde n'a pas changé. On peut être les marginaux de la société, on peut être les fous, on peut être les naïfs, on peut être les utopistes. Pour moi, c'est pas de l'utopie, ça marche. On a essayé de vivre le mieux, enfin, le plus en accord avec nos aspirations. C'était ça où on crève. C'était pas une tocade, quoi. C'était pas décalé. Ça avait du sens. Je me sens responsable de ce patrimoine et j'ai envie d'être là et j'ai besoin d'être là pour le transmettre encore et pour faire qu'il perdure, quoi. Une utopie souterraine, des liaisons sous nos maisons, une litanie souveraine pour animer nos ambitions. On les a appelés hippies, marginaux, peloutes en patois ariégeois. Aujourd'hui, on dit les néo-ruraux. En rupture avec la société de consommation, les premiers, tentés par la vie communautaire, sont arrivés dans les années 70. Depuis, ils ont été rejoints par de jeunes urbains qui, eux aussi, en quittant la ville, réinventent leur vie autour de valeurs et de pratiques en accord avec leurs idéaux. Ils ont tous en commun de porter leurs aspirations sur les versants âpres des montagnes et vallées de l'Ariège, plus précisément dans le Couserans. Naïma, viens. Viens me tenir compagnie un peu. À 18 ans, on était grands, on foutait le camp. Parce que les parents, ça faisait chier, parce que famille, je bouais, parce qu'on avait d'autres expériences à faire. Et je suis rentré en fac en 68, et puis après, il y a eu ce gros truc là de révolte étudiante. Donc ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Et puis après, je l'ai vécu comme un échec dès que De Gaulle il est arrivé avec tous ses copains bleu, blanc, rouge là, sur les Champs-Élysées. Donc j'avais plus qu'une seule alternative, c'était de quitter la France. Donc je suis parti. Et je me suis retrouvé, j'ai passé 2 ans aux Indes. J'avais oublié de faire mon service militaire, j'étais réfractaire. Donc à l'époque, j'avais pas prévenu personne ni rien, donc je risquais 2 ans de tôle. Et à un moment, j'avais plus de visa aux Indes depuis très longtemps, parce que j'étais rentré avec un visa de 3 mois. Et puis au bout de 2 ans, même mon passeport était plus valide, il a fallu que je passe dans un consulat. Au consulat, on m'a dit, mais en France, vous êtes recherché, il est hors de question qu'on vous redonne un passeport, on vous fait juste un papier pour rentrer. Alors je me suis dit, tiens, je vais rentrer, je vais régler ça, et puis après je repartirai. Donc je suis rentré. Et puis un jour, il y a un copain qui est passé, un copain de la fac que j'aimais bien, qui m'a dit, on vient d'acheter une ferme dans les Pyrénées, on descend la semaine prochaine, il y a une place dans la voiture, est-ce que tu veux venir? J'ai dit oui, moi ce genre d'expérience. Et donc je suis arrivé ici pour 15 jours de vacances, et au bout de 15 jours, je ne sais pas ce qui s'est passé, le lieu m'a plu. Et au bout de 15 jours, j'aurais dit, bah, laissez-moi les clés, moi je reste. Et voilà, ça c'est un point de vue que j'aime beaucoup. Je peux m'asseoir là. Je suis parti de l'Angleterre à l'âge de 20 ans, en 75. Je suis parti en stop et j'ai bloqué à Strasbourg, où j'ai rencontré une jeune fille française. On est parti pour faire les vendanges. Il y avait un couple qui avait un VV qui partait en Ariège parce qu'il avait entendu parler qu'il y avait des terrains abandonnés, des terrains en friche. Ben voilà la maison. Ce qui m'intéresse ici, c'est que tout ce qu'il y a, soit je l'ai fabriqué moi-même, soit on me l'a donné, soit je l'ai eu de l'occasion. Il n'y a rien d'acheter neuf dans cette maison.
Et on est arrivé dans le Massatois, où avec une carte, on a cherché les petits points noirs isolés, qui étaient les bâtiments, mais loin de la route, donc peut-être maison potentielle. On est passé voir le vieux Louis qui nous a proposé une cabane pour passer l'hiver. Il y avait des gens qui étaient pas contents que ces hippies avec les cheveux longs, qui n'avaient rien à faire avec le pays ni avec eux, arrivent pour s'installer. Il y avait d'autres qui étaient conscients que tous les jeunes du pays étaient partis et qu'il fallait de la vie. Et donc il y avait un parti qui nous rejetait et qui était prêt à médire sur nous, et d'autres qui étaient vraiment accueillants, qui nous a montré comment faire du jardin, qui nous a montré comment construire. Moi, j'ai appris à construire avec des pierres grâce à un vieux monsieur Aimé qui habitait au-dessous. À 18 ans, à Paris, elle travaillait dans la mode. Et quand j'ai commencé à travailler, ça ne me satisfaisait pas du tout, Et je suis arrivée à faire une dépression nerveuse à cause de gens avec qui je travaillais, et des relations très décevantes. Finalement, je dois les remercier puisque c'est grâce à eux que je suis partie. Oh, mon père me disait, mais quand même, caissière dans le Monoprix, à côté de chez moi, dans la banlieue, ça serait parfait. Alors, moi, je désespérais complètement. Je lui dis, mais je suis dyslexique dans les nombres et je ne tiendrai pas. J'ai mis peut-être 20 ans pour lui en faire la démonstration, que c'était mieux ce que j'avais choisi. J'avais la sensation de ne pas être comprise et d'avoir une lecture du monde différente. Alors, la dyslexie, peut-être, ça explique un peu. Puis, le courant de ma génération, il y avait une bascule, une prise de conscience. Et de suite, j'ai été intéressée par l'écologie, par l'élan communautaire, remise en question politique. Donc, je remettais en question ce qui était des générations précédentes. J'argumentais beaucoup et je fatiguais beaucoup les autres, quoi. Parce que je voulais changer le monde, donc je les remettais en question. Voilà. Et je disais, mais essayons. Milou, là, Milou, passe de ça, va taper, Les Ariégeois m'ont embauché, et c'est un vieux vacher qui m'a parrainé. Et alors, quand on est allé à la réunion pour être embauché, il leur a dit, je vous préviens, je vous amène la vachère. Si vous ne l'embauchez pas, je vous présenterai personne d'autre. C'est incroyable. Et non, parce qu'il disait, vous ne voyez pas une fille garder des vaches dans la montagne. Il n'avait pas l'habitude de ça, vous comprenez. Et puis, ça a bien marché. Ça m'a bien aidé, c'est sûr. Oui, maintenant, elle est devenue la première vachère de France. Oh, il ne faut pas parler comme ça. Si. Être vacher, c'était le dernier des métiers. Donc, si tu ne travailles pas à l'école, tu iras garder les vaches. Et comme moi, j'aimais beaucoup, beaucoup les animaux, j'avais une tante qui disait, oh ben Claude, elle finira au cul des vaches. Et donc, quand j'ai fait tout ce chemin de formation agricole et tout ça, et que j'ai eu un bon emploi en gardant les troupeaux, je me suis rappelée de cette phrase. Et puis mon père n'est pas venu me voir pendant plusieurs années. Et donc pour lui, que j'aille garder les vaches, c'était un échec. Alors que pour moi, garder les vaches, c'était une victoire. Pour moi, il y a une grande source de satisfaction. Au niveau de ma vie intérieure, pour moi, c'est l'essentiel. J'ai une quête de mener ma vie de manière riche intérieurement. Et il n'y a qu'ici que je l'ai trouvé. Puis on ne peut pas tricher ici. Mes défauts et mes qualités, ben, je les connais maintenant. Hein. Mes faiblesses, je les ai pris bien en face. Hein. Assis-toi, assis-toi. Hop là. Dès l'adolescence à peine terminée, on a commencé par devenir des hippies. On a passé quelques années à se promener, à rien faire d'autre. Je suis de temps en temps travaillé pour ramasser de quoi repartir. Et j'ai passé quelques années à être principalement en Inde ou en Afghanistan, des trucs comme ça, faire tout ce qui va avec. Et voilà, un jour, je suis rentré en France et des copains
qui avaient mené un peu le même genre de vie, qui étaient aussi des hippies, avaient le désir de vivre à la campagne plutôt que à chaque fois de revenir à Rueil-Malmaison. On est arrivé ici dans l'esprit d'un hippie qui veut continuer à ne rien foutre. Et là, on a vraiment raté le coche. Parce qu'on sait tous... parce que quand vous êtes arrivé, la maison, elle n'était pas comme ça. Enfin, non, la maison était abandonnée depuis très très longtemps, depuis plusieurs dizaines d'années. Mais bon, tu sais, quand tu as vécu la route pendant des années, dormir dehors, des fois pas manger pendant plusieurs jours et tout, ça ne te semble pas disproportionné d'avoir à remonter des toits, d'avoir à habiter une maison où il n'y a pas l'eau courante et tout. On s'est mis à avoir des chèvres comme ça parce qu'on s'est dit ça doit être un métier facile. C'est dire si on était innocent. Hein. Je crois que votre vie, à vous, elle est quand même très très semblable. Parce qu'on ne se lance pas dans un métier comme ça sans une certaine idée du monde et de ce qu'on veut faire de notre vie. Vous, ce que vous avez fait et nous, c'est que nous, quand on est arrivé ici, on savait pourquoi on était là. Et on sait pourquoi on est là, quoi. Oui. Nous, on a eu à le découvrir. Vous êtes arrivés, vous avez découvert et vous avez prospecté pour nous. Voilà. J'ai grandi à Saint-Giron. Voilà, j'ai fait un parcours classique. Je suis partie à Toulouse et j'ai fait une fac de géographie. La ville m'a rendue malade. Trop de goudron, trop de béton et trop de pression. J'ai rencontré Marco, qui était berger à l'époque. Et après, j'ai trouvé un boulot au sein d'une association qui s'appelle l'ASPAP, l'Association pour la sauvegarde du patrimoine à Ariège-Pyrénées. Et ça m'a permis aussi d'aborder ce métier d'une façon un petit peu avec du recul. Et voilà, et de regarder un petit peu ce pastoralisme, qu'est-ce qu'il produit, pourquoi il est important, comment on peut le traduire aujourd'hui sur le territoire et comment on peut travailler traditionnellement, mais aujourd'hui dans notre monde moderne avec ça, quoi. C'est super en fait, c'est hyper intéressant quoi. Et puis bon, c'est un peu valorisant aussi quand même de se dire que on fait tout. On les voit naître, on leur donne à manger, on s'en occupe et après on utilise leurs produits, c'est chouette. Pour en sortir quelque chose de pas trop mauvais à la sortie, c'est bien. Ce que j'ai suivi en venant ici, c'était mes rêves les plus profonds, on va dire. Ce que j'ai toujours eu, mais ce que j'ai toujours eu peur de faire. J'ai vécu jusqu'à 25 ans autour de Mulhouse et de Strasbourg. Et donc j'ai eu une enfance plutôt classique, avec un parcours plutôt normal, collège, lycée. Et après, je me suis lancé dans les études de pharmacie. C'est ce qui me paraissait le plus proche de mes envies, qui était de travailler avec les plantes. Je ne trouvais plus mon compte dans les études, donc là, je suis parti pendant plus d'1 an et demi. J'ai pris du temps pour faire des petits travaux saisonniers et puis voyager pas mal en Amérique du Sud. Voilà, je me suis ouvert à pas mal d'autres types de médecine et puis d'autres façons de vivre. Je suis rentré avec l'idée de finir ce que j'avais commencé, donc finir les études de pharmacie. Et en même temps, comme ça m'apportait un cadre, j'ai commencé à monter le projet, rechercher du terrain. Quand j'ai eu fini les études et le doctorat, j'ai pu tout de suite embrancher vers ici. J'avais tout de prêt. J'avais acheté la camionnette, acheté la ferme, et voilà.
Je viens de la Belgique, entre Gand et Anvers. C'est une ville étudiante, c'est une ville jeune qui bouge toutes les soirées de fêtes, des concerts, mais aussi des manifs contre ça ou contre ça. Et tout ça, pour moi, c'était trop. Pour moi, c'est pas là-bas que je veux vivre. Du coup, on est venu et on n'est plus jamais retourné. Économiquement, on ne galère pas. Dans le bâtiment, dans l'entretien des espaces naturels, le jardinage, tout ça, il y a énormément de travail. On peut continuer à vivre notre choix éthique et tout ça. On a cherché une communauté pour s'installer en communauté. Ça, c'était pas fait. C'est pas grave, parce qu'en fait, quand on regarde dans le Valais, il y a une communauté. Et on prend soin de chacun. Il y a le voisin qui ne sait pas faire des crêpes, ben, nous, on le fait pour lui. Et il y a l'autre voisin qui fait du débardage au cheval. Moi, je ne sais pas faire, mais il m'a aidé à débarder tous mes poutres pour construire la maison. Et du coup, bah, cette maison, quand je dis tout à l'heure, je l'ai construite tout seul, bah, pas du tout. Tous les bénévoles, tous les voisins, tous les copains... ils sont tous... c'est magnifique. On va vivre dans une maison qui est construite par beaucoup de mains. Et tu sens que s'il y a un truc, les mains, ils sont pas loin. Ah, c'était là. Oui. Et du coup, voilà, c'est la manière ancienne. Hein. Comme ça, on l'a fait depuis des siècles et des siècles. Quand tu dois faire ça, l'enduit avec une machine, tu crames du pétrole, tu as le bruit en permanence, et c'est pas chouette, ça fatigue. Et là, ça peut être chouette d'être plusieurs. C'est comme la pâte à modeler. T'avais déjà fait, Laurent ? Mais non. Non, bah, c'est le but de... Je suis donc née à Lille. Mes parents, ma mère est ariégeoise et mon père est du Nord. Et donc ma mère faisait un enfant soit en Ariège, soit dans le Nord. Je me suis sentie très vite petite extraterrestre dans cette famille rigide. Je suis allée jusqu'en terminale et après j'ai décidé de partir. J'avais cette curiosité de l'ailleurs, de l'autrement. Et je suis arrivée donc aux États-Unis où c'était l'époque New Age à fond. Quand je suis rentrée en France, j'ai cherché une maison sur Massat. Voilà, je voulais vivre autrement. Et après mes 3 enfants, je suis redescendue sur la ville de Saint-Géron. Puisqu'après, avec 3 enfants, dont 2 ados, c'était plus compliqué d'avoir cette vie-là en montagne où il fallait marcher, porter et tout ça. Et donc voilà, là j'ai ouvert plusieurs lieux artistiques. D'ailleurs, les gens venaient nous voir et nous disaient « Mais vous êtes fous, vous vous croyez en 68 ?» Quand je suis descendue de la montagne, je ne sais pas pourquoi, mais les maisons que j'habitais étaient souvent à côté de déchetteries. Donc j'allais souvent dans les déchetteries parce que récupérer même le mobilier pour nos maisons, tout ça, on a toujours fait aussi. Et puis voilà, un jour, les matières m'ont sauté au visage et je me suis dit, je vais faire quelque chose avec. La première matière que j'ai trouvée, c'était une grande bâche verte dont j'ai beaucoup aimé la couleur. Et ça a été ma première création. Toute l'histoire a commencé avec la perle au bois d'ordure. Après, j'ai décliné beaucoup de vêtements haute couture, s'il vous plaît. C'est du craft qui est cranté et qui est très très beau, très très intéressant. Donc j'ai toute une série de vêtements que j'ai fait en papier craft.
C'est un peu japonisant. Quand je fais des défilés, en fait, les gens me demandent de mettre les créations après le défilé en exposition parce qu'ils ne se rendent pas compte que ce ne sont que des matières qui touchent tous les jours et qui jettent. J'ai fait toute une collecte en magasin de fruits et légumes. Donc j'ai récupéré des fonds de cajot. Ce que j'appelle des fonds de cajot, mais en fait ce sont les alvéoles qu'il y a au fond des cajots où on met les fruits. Et j'avais vraiment envie que dès que je bouge, le vêtement frétille. J'avais envie de quelque chose de très féminin. Pour moi, c'est un peu une démarche alchimique. Donc avec rien, on va faire du précieux. Et quand je donne des cours en école, c'est des petites... j'ai l'impression de semer des petites graines qui peut-être un jour s'ouvriront ou pas au choix de la personne, mais elles sont semées. Un jour, ma fille elle m'a dit « C'est quoi tes destinations de rêve ?» Alors, il y a Katmandou, Machu Picchu, oh, j'arrive même plus à le lire, le Fujiyama, et voilà. Et je me suis amusé avec une boussole et une carte à retrouver les vraies directions, on a calculé les kilomètres, et c'était un cadeau de Noël. Les gens m'appellent le hippie d'Esbins. Mais voilà, c'est une étiquette. Les étiquettes, j'aime pas trop en général. Donc, mais bon, en même temps, ça m'est égal. Je veux dire, autant être le hippie que le banquier ou je sais pas quoi. Hein. Oh, le berger, c'est bien aussi. Ici, c'est mon lieu. Je sais pas pourquoi. Quand les Ariégeois me disent t'es pas d'ici, je suis mort de rire. Déjà, politiquement, pour moi, la terre appartient à celui qui la travaille. Parce que très vite, il y a ça qui s'est posé, en plus de la survie, c'est-à-dire il me fallait quelques bestioles pour arriver à vivre, puis bouffer. Et j'ai commencé avec 7 brebis, c'était des copains d'une autre communauté vers Massat. Ils avaient envie de voyager pendant plus de 3 mois. Ils ont dit, écoute, on part en Afrique, là on a une dizaine de brebis, ça nous fait chier, machin il veut bien en prendre un peu, il peut pas tout prendre. Ben, j'ai dit, moi je prends le reste, c'est pas un problème. Et je pensais les garder, les faire hiverner, on dit ici. Comme je faisais du foin tout l'été, j'avais rien d'autre à faire. J'avais du foin largement plus que ce que j'avais besoin. J'avais 2-3 chèvres à l'époque. Et au printemps, j'ai reçu une carte postale. Tu fais ce que tu veux avec les brebis, nous on rentre pas. Le djembé c'est trop bon. Les peuls ils sont trop beaux et tout ça et tout ça. On a décidé de mettre les brebis en estive, donc on les confiait à un berger. Et moi, ça m'impressionnait. J'avais l'impression que c'était un métier où il faut le faire dans 3 générations, où y être né pour arriver à le faire. Pour moi, c'est une passion, le métier de berger. J'ai toujours envie d'en discuter avec les gens, de me faire partager. Pour ce tournage, Francis et ses amis se retrouvent pour partir en pèlerinage sur les lieux de leur ancienne communauté, le Trou Positif. Après, j'ai fait ça avec Michel Blavet, justement. C'est moi qui ai trouvé ce coin. C'est un gars que je connaissais à Saint-Giron qui m'a dit un jour, j'ai trouvé un village abandonné. Eh bien, j'ai dit, on va venir voir. Hein. Et on est arrivé, on a vu toutes ces maisons, les ruines, etc. Bon, après, quand on a voulu acheter, c'était plutôt un peu bordélique. Personne ne voulait louer. Donc un jour, on s'est dit, c'est bon, on leur fait le procès des terres incultes. Ça, ils n'avaient jamais vu ça. Donc on a fait venir un huissier qui a tout regardé partout pour montrer que pendant 30 ans, ça avait été complètement abandonné. On a eu les 60 hectares qu'on voulait pour les chèvres, les brebis. Tout ça, c'était nous qui repeuplions la vallée. Donc, quand j'ai trouvé cette maison, eh bien, j'ai pas voulu faire un ermite, j'ai essayé d'attirer des gens et de faire une communauté, voilà, un peu alternative. Quand on était dans le village, dans le hameau là, de Saliens, il y avait beaucoup de ruines, hein, donc très peu de bâtiments réutilisables par rapport à ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire accueillir des gens, vivre ensemble à plusieurs. Et donc, il fallait construire. Donc, les premières choses, c'était de trouver des techniques ou des formes architecturales qui permettent l'autoconstruction, qui soient assez économiques, qui soient agréables à vivre dedans.
et assez rapide à construire. La végétation masque des trous qui étaient de l'emplacement de maisons. Oui, là, il y avait une maison. Ouais, peut-être même là, non? Oui, 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 c'était là. Il y en avait plein. Il y en avait partout, plusieurs. Ouais. Il y avait une petite grange aussi, là. Les barrières. Ouais, c'est surprenant ça. Hein. Un jour, on est passé à cheval avec Mathias, on voyait même pas derrière. Ouais, ouais. Avant, tu voyais tout ce qui était maison, tout ça. Non, il y avait des barrières partout. Là, il y en a plein, là. Bon, je sais pas si vous voulez passer, mais... Si, on va voir la maison, hein. On n'a pas fait tout ça pour rien. Hein. Il y a les fils des pyrales. Ouais. Du buis. Ah oui, ouais, voilà. Mon Dieu. Ah ben non, là, on n'est pas derrière, on est devant. Ici, si tu n'habites pas en permanence, ouais. Ah ouais, il y a ça aussi. Ça, oui. ça redevient la jungle. Hein. La jungle. Ouais. Elle était belle, notre maison, quand même. Hein. Ah ouais. Ok. Donc Plus belle maison de la vallée. Hein. De la vallée, hein. Oh là. Et là, souvent, on mangeait là. Hein. C'est vrai qu'on mangeait à poil. Là. Ah bah, ce que je me souviens le plus, c'est qu'on avait une grosse plantation là-haut. On avait le parc des chèvres. Ouais. On avait fait la plantation très intelligente au milieu du parc. Et un jour, ils avaient cassé la clôture ou on avait ouvert la porte, je sais pas quoi. Et le lendemain matin, il y avait du monde pour traire. Tout le monde voulait boire le lait pour voir si ça allait faire quelque chose. Il n'y a jamais eu autant de monde pour traire les chèvres le matin. Le petit Lisiou, ben, tu avais une chèvre. Lisou. Tu avais une chèvre et puis avec elle avait... une feuille de cannabis dans la bec. Ouais, il y a quand même eu un prix. Hein. Ouais, et je me souviens la dernière fois quand l'atelier a brûlé, on était venu exprès pour... parce qu'il y avait, je sais pas, il y avait des tensions dans le groupe. Ouais, il faut qu'on en parle, d'accord, on va en parler. Et comment en parler? Bah, autour d'un joint, ça roulait. Et puis, tu disais tout à l'heure, on n'avait pas les méthodes. On faisait la fête et on partait de là. On n'avait même pas abordé le problème, tu vois. On ne savait pas aborder ces questions-là. On a construit énormément de choses. On arrivait à loger les gens qui débarquaient. Donc, c'était pas le problème sur le plan matériel. C'était là où apparaissaient les problèmes, c'était sur un plan relationnel. Entre individus, quoi, des histoires, bon, simplement de puis relations aussi au niveau humaines, du groupe. Hein, de relations humaines bon. Et à l'époque, on n'avait pas vraiment des outils pour gérer ça. On découvrait, nous, la manière de relationner un peu différemment. On avait rêvé de ça, de changer le monde en changeant les structures. On a changé les structures et le monde n'a pas changé parce que, personnellement, les individus n'ont pas changé, quoi. Donc, voilà, c'est là où ça a un peu péché. Mais le travail, il reste à faire. Là-haut, il y en a un peu, mais pas trop. Et après, c'est là, oui. Tu peux les prendre même un peu plus petites que ça, je les prends. Parce que les gens, ils aiment bien. Le début, c'est faire les bases, donc se nourrir. Donc, pour le moment, je fais du maraîchage pour faire des légumes et puis avoir un peu de subsistance monétaire. Après, je suis assez dispersé. On fait aussi les plantes médicinales, on fait un peu de transformation. Et puis beaucoup de bâtiments les premiers temps, ça a été presque 3/4 de l'énergie. Ça a été dans le bâtiment parce que c'est vraiment qu'on fait tout à la main. C'est très long et usant aussi. Là, le reste, on les laisse grandir et je les récolterai dimanche matin pour l'autre marché qu'on fait à Massat. Oui, c'est sauvage, hein, c'est tout en pente, quand on fait tout à la main. Tout demande de l'énergie, donc il faut avoir une bonne santé et un tempérament bien trempé. C'est un peu comme de la souffrance un peu physique, mais ça vient comme un peu purger les souffrances mentales qu'on a de l'enfance, de tous ces temps passés à l'étude, à pas savoir pourquoi. Donc ça a plutôt été comme une guérison par le travail dur, par le travail physique.
Quand on est tout entouré comme ça, ici il pleut beaucoup, donc juste pour éviter que ça devienne la forêt, il faut déjà beaucoup d'énergie. Et si on l'a pas, la nature elle a tendance comme ça, dès qu'on est un peu faible, à vraiment venir te titiller. Ça devient presque oppressant. Donc il faut toujours, ça demande toujours de réanimer le feu. Et... Vous n'êtes pas venu trop tôt cette année parce que sinon il n'y aurait pas eu grand chose à voir. Hein. Le couteau c'est un peu dangereux. Hein. Oui, je plie là où il y a le nœud. Si tu arrives, ouais. Et t'as pas mis le système électrique toit ouvrant? Oh ben toi alors. Non. Ouais, ce serait pratique. Hein. Ben j'en doute pas. Ça ferait moins de stress. Hein. Bon, faut que je les pose, sinon je les écrabouille. À quelle heure tu t'installes, Roland? Bon, semaine dernière, j'ai fait le 4h30. Ouais. Pour être là-bas, entre 6h30 et 7h. Oui. Ben oui, parce que la place est tellement importante. Selon comment tu es placé, tu vends. Oui. Le marché de Senji. Ici, c'est multicolore. Même le reste de l'année quand il n'y a pas de touristes. L'Ariège avait été quand même piémont et montagne, donc c'était des petites structures. Donc beaucoup d'enfants sont partis travailler à Toulouse et à Paris et on laissait des structures vides, des fermes vides après le départ. Et évidemment, c'était à son instinct culte. Elles ont été prises par qui? Elles ont été prises par des jeunes qui nous venaient des villes, qui n'avaient des fois aucune accroche avec l'agriculture, mais qui avaient quand même, qui étaient allés aux écoles, qui avaient un certain niveau d'études, et comme on dit, ils n'étaient pas bêtes, quoi. Ils n'étaient pas bêtes, donc ils sont arrivés là, et ils ont dit, il faut qu'on crée quelque chose. Donc ils se sont lancés sur des choses qu'on ne connaissait pas. Ici, c'est vrai, on ressent beaucoup de solidarité. Je sais pas comment dire, c'est l'endroit, la terre ici, ça draine beaucoup de gens, beaucoup de voyageurs. Beaucoup de personnes qui ont des projets, une terre d'expérimentation. Donc c'est très enrichissant. Le marché de Saint-Giron, l'un des plus connus d'Ariège, accueille chaque samedi sous les platanes du Champ de Mars un florilège de bons produits du terroir. C'est le rendez-vous incontournable des jeunes et des moins jeunes, producteurs locaux et vendeurs occasionnels, artisans et musiciens. On y croise une population multicolore, étonnante par sa diversité. Avec ces nouveaux couples, ces jeunes-là, je sens qu'il y a vraiment l'enracinement qui arrive et la spiritualité enracinée, pas une spiritualité perchée, quoi. Les gens travaillent la terre, ils amènent, ils font du pain, ils font des jardins, et c'est de plus en plus, et il y en a de plus en plus. Et je suis contente d'être venue au début et d'être encore là pour voir cette évolution. Quand j'ai vu les ronces reculer, les arbres fruitiers qui poussent, la maison qui monte d'un étage, c'était quand même, je pense que l'onde, je ne sais pas si je dis l'onde de choc, mais l'effet de votre présence dans la vallée, l'ouverture, la revitalisation. Je pense que les voisins, ils ne doivent pas pleurer tous les jours. Hein. Ils ne doivent pas quoi? De bonheur que tu sois là. Ils ne doivent pas pleurer. Et que j'ai dit, mais ça m'intéresse. Je suis tellement contente des jeunes comme ça qui font... J'ai de suite envie de vous encourager, de vous aimer, de dire, allez-y à fond les manettes, c'est vraiment super, super. C'est pertinent.
Ouais, t'étais tout de suite motivé. Ouais. On a ramené plein de monde. Ouais, voilà. Plus pour les légumes. Ouais. Et tu vois, la congruence de ton projet, c'est que tous les gens que j'ai amenés, tu vois, ça a du sens. Les gens veulent t'acheter des légumes, veulent t'acheter des plantes, veulent te soutenir. Donc, tu vois, tu es porté par le corps social. Ils vous inspirez du respect et de l'affection. Donc, je sais pas si ça te nourrit, ça. Ah oui, ça c'est important. C'est trouver sa place, on va dire, dans la société, voilà, même en étant marginal. Ça reste important, sinon tu te poses toujours des questions. Quand j'ai décidé de prendre ma retraite, ça faisait des années déjà que j'y pensais. Je ne voulais pas céder mon exploitation à des gens qui y restent tués en montagne, parce que beaucoup de gens qui n'y sont pas préparés peuvent courir des grands dangers. Et toi, de ton expérience de la montagne, ça m'a complètement convaincu. Et puis, d'autre part, vous étiez déjà éleveur, et ça, c'était un plus. Et c'était bien que je vous ai connu avant, parce que ça m'a ôté un grand poids. On était très contents parce qu'on était dans une sale période quand même. Ouais. Casteras nous a sauvés. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille depuis peut-être, mais... Non. L'année dernière, vers mi-juillet, on a eu un gros crash. On a 200 brebis qui sont tombées dans un ravin. Un tiers du troupeau s'est placé juste au-dessus d'une barre rocheuse. Il y a une ours avec des petits qui sont arrivés, qui se sont jetés dessus et ils ont mangé une brebis et tout le reste du troupeau. Donc il y a 208 brebis. On a trouvé 208 carcasses au pied d'une falaise et la 209e, elle était en haut, elle avait été mangée. Alors 200 brebis, ça veut dire qu'on est 5 à monter sur ce groupement pastoral, sur cette estive. On est 5 éleveurs. Donc ça veut dire que sur ce dérochement, on a perdu tous 30% de notre troupeau. Ça a été super difficile, on ne peut pas revivre ça. C'est trop dur, quoi. C'est trop dur à vivre par la suite. Perdre des brebis, c'est difficile, effectivement, c'est difficile. Il y a des brebis qu'on aimait, etc., etc. On perd une génétique, on perd un travail qu'on a fait en amont. Voilà, on perd tout ça. Donc on a perdu 40 bêtes, nous, l'année dernière, mais il y en a 2 ou 3 qui sont mortes cet hiver parce qu'elles avaient pris des cailloux et qu'on ne l'avait pas vu et que c'était des blessures internes. Voilà, ça continue en permanence, quoi. Donc ramasser des cadavres en plein hiver, là, en plus, encore, quoi. En plus du boulot qu'on fait, tout ça, oui, c'est décourageant, quoi. Je me rappelle le soir où on a appris l'attaque dont vous aviez été les victimes. On était chez Francis, à Coufflins, et il y a Régine qui est arrivée, et puis qui nous a dit « mais vous n'êtes pas au courant » et tout ça. Et on s'est mis à pleurer. Quand j'étais berger et que j'apprenais aux jeunes à faire ce métier, j'étais encore berger. Quelque part, c'était facile. Tu vois, je leur donnais un savoir, mais j'y perdais rien, moi. C'est-à-dire que quand il y a eu transmission, que j'ai arrêté l'exploitation pour la filer à mon fils, là, je lui ai donné. Donc moi, je l'ai perdu. Et ça m'a posé pas mal d'interrogations.
toujours un individu social, je ne veux pas le lâcher. Ça. Après, avec beaucoup plus de détachement qu'au départ. Je suis beaucoup plus local maintenant. Ce qui se passe à Paris, ça me préoccupe moins. Tandis que essayer d'empêcher la fermeture de l'hôpital, essayer d'empêcher l'ouverture de la mine, toutes les activités syndicales, agricoles, l'aide au développement de la bio, tous ces trucs-là, ça pour moi, c'est du local. Donc je mets mon grain de sable. Ma goutte d'eau, il dirait Pierre Rabhi. C'est peut-être une différence avec la première génération. C'est une question que je me pose. Que je crois qu'eux, ils avaient marre surtout et ils voulaient partir de là, sortir de ça. Je crois que cette vague de troisième génération, c'est peut-être pas ce qui nous motive de partir, mais de chercher un lieu où on peut essayer de créer ce qu'on a envie. Et c'est pas le rejet. C'est plutôt, on a envie et on ne trouve pas en Belgique ou en France ou le monde entier, on ne trouve pas facilement cette possibilité. Et je crois qu'on rencontre beaucoup de gens qui l'ont trouvé ici en Ariège, de dire, bah là, on peut payer un terrain, on voit pas mal de gens dans le même esprit et on va essayer de créer la société comme on l'a dans la cœur ou dans la tête. Je crois que même si c'est pas mon pays territorialement, bah c'est quand même mon pays, je me sens bien ici. Je me sens bien entre les ronces et les frênes et les fougères. Il y en a 60% de la population qui a choisi d'être là. Hein, on n'est pas né là, mais on a choisi de venir là. Et si on a choisi de venir là, c'est pas pour s'enrichir. C'est pour avoir une certaine qualité de vie par rapport à la nature, l'espace et la simplicité. Qui fait que tu t'entoures quelque part aussi avec des gens qui ont le même esprit. Bon, on est tous différents, c'est sûr, mais il y avait un esprit quand même assez solidaire. Et puis ce qui est chouette aussi, c'est que en tant que femme, on a pu aussi mettre au monde nos bébés à la maison. Et ça, c'était une super belle chose grâce à Eliane et Nadine après. Ouais. Et de mettre nos bébés au monde à la maison. Loin de toute cette mécanique. C'était un choix, oui. Oui, c'était Qui vraiment n'était pas un choix. apprécié par les parents du tout. Non. Par nos parents, qui n'étaient pas du tout appréciés. Mais alors mais par nous, oui. Et par les anciens. Oui, aussi. Mais il est né, oui, vous savez, mais ça fait 60, 80 ans qu'il n'y a pas un bébé qui est né ici. Et oh, et ouais, voilà, ça c'est pour moi une chance, une grande chance. Il y a eu ce premier temps de cocooning et de savoir vraiment ce rapprochement. L'installation. Voilà, l'installation, le rapprochement avec la terre. Et après, voilà, on est passé à la phase associative. Au niveau de l'école, artistique. Mais c'est de prendre en charge notre propre environnement. Tout à fait. Ouais. Et de s'investir dedans aussi. Oui, bien sûr. De faire, bien sûr, oui. De dire, on va faire une kermesse, on va faire pour les enfants le carnaval. Et puis oui, d'être ensemble, de faire vivre, je sais pas, on avait envie. C'était l'épicerie de ma grand-mère. Bon, c'était à partir de 1914, par là. Et on vendait de tout. Et ici, en grand-mère, je trouve que nous sommes dans cette mouvance de prendre conscience que nous devons retrouver une certaine autonomie. Mais nous avons toute une nouvelle jeunesse qui vient et avec cet état d'esprit.
Lors de l'ouverture de cette épicerie, effectivement, on a vu arriver par curiosité des personnes d'ici, du village. C'est une épicerie qui est assez fidèle parmi ces gens-là, mais aussi, du coup, qui est très dynamisée aussi par les jeunes producteurs et puis les jeunes qui sont arrivés, donc on appelle les néo-ruraux, qui veulent consommer autrement, produire autrement. Je viens de Bruxelles et ça fait 1 an que je suis installé là à Loutrin. C'est un petit hameau où on est une quinzaine d'habitants. Et là récemment, il y a un autre couple de jeunes aussi qui s'est installé plus ou moins en même temps. Mais du coup, on est 4 jeunes à Loutrin. Mais donc à la base, ouais, pas de passé rural. Enfin ouais, je vivais en ville. J'ai l'impression qu'on est plutôt bien accueillis et qu'on n'est pas les premiers nouveaux. Donc ça se passe plutôt bien, ouais. Là, il y a 1 kilo, un peu plus, 1,70 €. Là, ça fait 2,80 €. Si, j'ai l'impression que, comme il y a un gros réseau alternatif en place, on arrive à reprendre le pouvoir du quotidien. Il y a plein d'initiatives qui permettent de faire ce qu'on peut à notre échelle plutôt que d'attendre du pouvoir politique quelque chose. On a participé à la vie d'ici et que petit à petit, on va parler de Massat. Massat, il y a une renaissance au niveau de toute la vie qui peut y avoir. On a tout, il y a vraiment tout, de la poste aux gendarmes, maison médicale, coiffeur, caveau de vie, magasin bio, librairie, et j'en passe. Je suis venu ici pour me réfugier, c'est-à-dire pour prendre ce que le pays donne, hein, la beauté du paysage. Moi je dis j'habite dans un poème chinois. Hein, quand on regarde les Pyrénées, c'est quand même des lumières, des humidités, des couleurs. C'est un pays superbe, c'est un pays de poètes. Et d'ailleurs, les troubadours, le Finamour, l'Occitanie, c'est le terreau. Donc, esthétique, on va dire, un beau pays, rude, mais beau quand même. Cette partie-là, donc, m'a accueilli. Et moi, j'ai juste soufflé sur la braise, c'est-à-dire, il y avait des stèles de Saint-Jacques-de-Compostelle. Franchement, je suis pas croyant, mais passant, considérer mon affliction et voyez s'il y a douleur pareille à la mienne, je trouve que c'est d'une puissance poétique et politique. Donc, le pays a contribué à mon propre développement artistique. Et en tant qu'artiste, je rends au pays sa culture, sa poésie. C'est ça l'échange, on va dire. Et donc, oui, je suis bien là, oui. J'ai l'impression d'être né là, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais c'est un pays au moins imaginaire, oui. C'est toujours notre vie et c'est toujours notre choix. Et on essayera jusqu'au bout, hein, jusqu'au maximum, jusqu'au point de non-retour, quoi. On essayera au maximum de faire ce métier dans ce lieu-là, quoi. On est heureux d'être ici et on est à notre place ici et on a envie que ça continue. Vivre en ville ou vivre dans la société de consommation, pour moi, c'est plutôt ça l'utopie. C'est une utopie qu'on peut continuer ça encore vachement longtemps. Et pour moi, en tout cas, ça se voit dans tous les sens. Que tout le monde a besoin des médications, des drogues, des alcools, des activités à chaque fois qui en plus consomment à chaque fois des ressources qu'on ne peut pas renouveler. Du coup, à mon avis, c'est une utopie de croire qu'on peut maintenir cet rythme. Et du coup, ça, c'est une manière d'analyser le mot utopie. L'autre, c'est la rêve, l'impossible. J'ai quelque part trouvé une phrase qui disait ce que tu fais. Ouais, c'était un touriste qui est venu et il a laissé une phrase. Ce que tu fais, c'est impossible, mais il n'y a personne qui te l'a dit. Du coup, tu le fais.
Élodie et Marco, Gilbert, roman, Tom, Andy, Véronique, Claude, Francis et les autres ont en commun d'avoir choisi de vivre leur utopie. Et c'est en Ariège, terre des possibles, qu'ils ont trouvé l'écrin de leurs rêves. Ils ont redonné vie à un territoire qu'on croyait abandonné, par leur persévérance, leur énergie, leur créativité. L'obstination chevillée au corps, ils continuent à porter et à transmettre leur idéal de vie avec la foi des pionniers et la constance des sentinelles, tournés vers un monde meilleur. Tous les rêveurs peaufinent leurs rêves, qu'ils verraient bien réalité. Toutes ces plantes vont finir sève, du miel de fleurs d'éternité. Tout est possible et désirable, si on s'y met avec courage. Nos utopies sont désirables, aussi durables qu'un long voyage.